Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo On va vite revenir sur la période de post-annonce de Zemmour et aussi sur finalement le premier tour du congrès des Républicains qui a vu finalement complètement l'inverse de ce qu'on pouvait éventuellement imaginer ou voire déduire du fait de la popularité ou de l'intérêt que pouvaient avoir certains candidats. Et finalement, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est Pécresse et Ciotti qui finissent au second tour pour être le futur candidat des Républicains à la présidentielle 2022. Donc, exit Barnier, exit Bertrand, alors que c'était quand même les deux favoris, on va dire, pour représenter les Républicains, étant donné leur parcours, étant donné leur, on va dire, leur programme, entre guillemets, même si pour Bertrand, finalement, Bertrand, ça ne fait que confirmer le fait qu'il y a quand même des Français qui ont encore un cerveau, et qui se disent, un mec qui est sorti du parti, qui voulait jouer en solo, mais qui, tout compte fait, quand il l'a vu qu'en solo, il n'allait pas faire grand-chose, paf, il revient sur dans les Républicains pour se soumettre à la primaire. Bon, voilà, je veux dire, j'ai envie de dire que Bertrand récolte ce qu'il a semé, finalement. Mais pour Barnier, qui était quand même le favori, dans le sens où c'est quand même le politicien pro-européen, avec une carrière européenne auprès de la Commission, etc., et bien finalement, lui aussi, il a été dégagé. Alors, dégagé de peu, quand même, de cheveux, puisque ça varie entre 23 et 25% pour ces candidats. Donc c'est vraiment kiff-kiff bourricot. Mais j'ai envie de dire, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'en réalité, tous les partis traditionnels, on se pose la question, je dis bien on se pose la question, si vraiment ils veulent y aller. Si vraiment ils ont la motivation et l'ambition de récupérer l'Élysée. On a plutôt l'impression qu'en réalité, ils ne veulent pas récupérer l'Élysée. Ils ne veulent pas récupérer le pouvoir, parce qu'ils savent que là, on est arrivé au bout du bout, voire même on a dépassé le point de non-retour, et qu'ils n'ont pas envie d'assumer d'assumer le chaos. Ils n'ont pas envie d'assumer de récupérer une France dans un état catastrophique, voire même explosif. Donc du coup, en ce qui concerne Zemmour, évidemment, ça a secoué dans tous les... ça a remué dans tous les côtés, etc. On a vu que YouTube a finalement mis sa vidéo de sa chaîne officielle sous une restriction d'âge. Alors, il y en a qui ont justifié, oui, mais parce qu'il y a un extrait avec les femmes, les seins nus. Excusez-moi, mais même si c'était ça, mettre une restriction moins de 18 ans, ça ne justifie par contre en rien le fait que si vous tapez exactement le titre de la vidéo pour avoir la vidéo, que ce soit sur la recherche YouTube, que sur la recherche Google, le moteur de recherche, la vidéo a été déréférencée. C'est-à-dire que pour la trouver, il va falloir que vous tapiez des dizaines et des dizaines de pages avant d'enfin trouver la vidéo officielle. Donc c'est pas une question de seins nus, d'un extrait dans la vidéo de Zemmour, des femmes. C'est qu'il y a bien une volonté d'essayer d'occulter la vidéo à l'accès auprès du public. Alors heureusement, il y en a certains qui ont republié la vidéo dans son intégralité sur d'autres chaînes, mais encore une fois, là on est en train de se poser la question, est-ce que les acteurs du numérique ne vont pas nous la faire sur la campagne présidentielle française 2022 à la même sauce que la Donald Trump avec la présidentielle de 2020? C'est-à-dire que, est-ce que demain on ne va pas supprimer la chaîne de Zemmour? Est-ce qu'on va supprimer son compte de Twitter? Ça prend le chemin. Et s'ils font ça, alors toujours le faux prétexte, hein, oui, mais c'est un candidat, mais il a été condamné 3 fois, oui, condamné 3 fois sur 8 plaintes. Et encore, si vous posez la question à ces gens qui vous disent, oui, il a été condamné 3 fois, posez-leur la question, oui, quand? Et sur quel propos? Et bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a 99% des gens qui sont incapables de vous dire sur quoi et quand il a été condamné. En revanche,
ces mêmes gens ne sont pas aussi loquaces pour mettre en évidence les condamnations, voire même des condamnations avec des périodes d'inéligibilité de certains politiciens qui par la suite se sont encore représentés comme candidats. Dois-je vous rappeler Juppé? Juppé en 2017, il en a eu des condamnations, et pas des moindres. Pourtant, est-ce qu'on lui en a tenu rigueur? Oui, évidemment, certains opposants lui ont tenu rigueur. Mais est-ce que les médias en ont pris considération pour le censurer? Non. Et vous avez aujourd'hui des élus qui ont été élus au Parlement, comme maire, président de région, etc. Et il y en a certains d'entre eux qui ont été condamnés. Et parce que c'est Zemmour. Donc j'ai envie de dire, attention les médias, avec l'interview de Boulot qui, pour se rendre compte que même Duhamel, pourtant Duhamel qui est quand même quelqu'un d'aligné, reconnaît ce que Boulot a complètement foiré son interview, et a très clairement montré finalement ce qui va se passer avec Zemmour, c'est que ils vont lui balancer de la merde dans la gueule, mais de façon constante. Je vous l'avais dit, avant qu'il se prononce, que si jamais il se prononçait, il allait se prendre toutes les foudres de tout le monde dans la gueule. Et ça va pas louper. Il va se prendre des foudres dans la gueule de la part de ceux qui, de toute façon, ont décidé de le cartonner. D'ailleurs, lui-même le dit dans son discours, rappelez-vous dans la vidéo que j'ai fait précédente sur son clip, à la fin il le dit. Il a dit que je résisterai aux colibets, à toutes les agressions, provocations qu'on me fera, mais il en est conscient. Mais là où ça risque de jouer en défaveur de ceux qui vont lui taper dessus, c'est que ça va en faire un martyr. Et je rappelle que si en effet, aux États-Unis en 2020, les médias, les réseaux sociaux ont fait des misères à Trump pour l'empêcher d'essayer de galvaniser pour l'élection, en 2016, même s'il n'a pas subi toutes les foudres qu'il a subies en 2020, il en avait subi quand même quelques-unes, et toutes les critiques qu'il avait reçues avant même d'être élu à la primaire, en fait, ont servi sa cause. Ils en ont fait un martyr. Et c'est pas Facebook parce que Facebook n'a rien fait, ou parce que Twitter n'a rien fait, etc., que ça a joué dans la balance pour qu'il soit élu. Non, c'est parce que vous, les médias et les politiciens, vous n'avez pas respecté la règle du jeu, parce qu'il n'était pas du sérail, parce qu'il n'était pas du milieu, parce qu'il n'était pas de la sphère politique. Eh bien, ça va être exactement la même chose pour Zemmour. Zemmour n'est pas du sérail, n'est pas de la sphère politique, n'est pas adoubé. Et du fait qu'il ne soit pas adoubé, eh bien là, ça va être la déferlante sur sa tête. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec les idées de Zemmour. Le fait est, c'est qu'il met le doigt quand même sur des sujets que depuis des décennies, certains politiciens, surtout en campagne, ont une fâcheuse tendance un petit peu à contourner. Ou tout du moins à arrondir les angles pour aborder le sujet, pour faire fin d'aborder le sujet, mais en réalité, sans intention ni ambition de les traiter une fois au pouvoir. Donc, force est de constater que oui, Zemmour va être le troublion de cette campagne présidentielle. Déjà, nous avons, je crois que c'est demain, samedi 5 décembre, il y avait un meeting qui était prévu au Zénith, ils ont changé, alors soi-disant la salle était trop petite, ils ont pris une autre salle à Villepin. Or, le maire de Villepin a fait une sorte d'appel pour empêcher Zemmour de faire son meeting à Villepin. Quand on est élu et qu'on commence à vouloir faire, sous prétexte d'un personnage sulfureux, faire de la rétention à un principe fondamental de la République qui est la liberté d'opinion et la liberté d'expression, qui plus est de la part d'un candidat, ce n'est pas la première fois qu'ils le font puisqu'ils le faisaient déjà avec Marine Le Pen, eh bien j'ai envie de dire à ces gens, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes élu maire,
par la République et que vous êtes en train de cracher sur un des principes fondamentaux. Que des choses ne vous plaisent pas chez Zemmour, ça c'est votre opinion personnelle. Mais vous êtes en train de faire de votre opinion personnelle une idéologie pour attirer des gens dans ce sens de censurer un candidat à la présidentielle. Donc, vous imaginez bien que lorsque je vous dis que la présidentielle de 2022 sera la dernière de la Ve République, c'est parce que tous les codes moraux, tous les codes, toutes les règles, tous les fondamentaux d'une présidentielle vont exploser en plein vol. Et que de fait, tout simplement parce qu'ils ont tous peur de voir le scénario se produire, que Zemmour finisse au second tour face à Macron. Et que finalement, oui, Macron sera réélu. Parce que l'argument qui est de dire « oui, les Français en ont marre de Macron, etc. Les Français... » Oui, mais il y a encore des Français qui sont naïfs. Regardez ce qui se passe avec les vaccinations. Combien de gens sont allés se faire vacciner, non pas pour la bonne raison, non pas en leur âme et conscience, mais parce que la vaccination leur permettait de conserver leur petit plaisir, leur loisir, leur vie d'avant. Mais ils ne se sont pas fait vacciner en leur âme et conscience. Je dirais même que dans les manifestations, il y a des gens vaccinés qui sont contre le pass sanitaire, qui en règle générale sont justement ceux qui se sont fait vacciner pour des bonnes raisons, pour des choix personnels, parce que ce sont des gens qui ont des pathologies fragiles et qui préfèrent se donner l'opportunité d'une protection contre une forme grave que de ne pas se faire vacciner. Là, la liberté de choix. Mais la liberté de choix, est-ce qu'elle est censée, quand elle est orientée vers ceux qui veulent préserver leur petit plaisir personnel, leur petit confort, leur petite liberté avec un pass sanitaire, dont d'ailleurs malheureusement, très bientôt avec la 3e dose, s'ils ne font pas leur 3e dose, leur pass va leur passer sous le nez. C'est dommage. Donc, j'ai envie de dire que c'est les mêmes. C'est les mêmes naïfs, c'est les mêmes bisounours, c'est les mêmes bas de plafond, c'est les mêmes déculturés qui voteront Macron. Après, à savoir quelle est la proportion. Parce que le problème qui va se poser à la présidentielle 2022, c'est aussi l'abstention. C'est-à-dire l'incapacité des gens de s'assumer, à s'engager à faire un vote, à s'exprimer pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, j'ai envie de dire, peut-être que c'est les plus sages dans l'histoire. Parce qu'ils n'ont pas envie d'assumer la responsabilité de voter soit pour Zemmour, Marine Le Pen ou Macron. Sauf que le problème, c'est le problème du non-choix. C'est exactement le même problème qu'on a eu en 2017. En 2017, je suis persuadé que les 2/3 des Français n'ont pas eu de choix. On leur a imposé des candidats dont personne ne voulait. Et aujourd'hui, c'est exactement le même scénario. Je suis persuadé qu'il y a une grande majorité de socialistes qui ne veulent pas d'Hidalgo, qu'il y a une grande majorité de républicains qui ne veulent ni de Pécresse, ni de Barnier, ni de Bertrand, ni de Ciotti, qu'il y a beaucoup de gens qui votent Front National ou Rassemblement National, qui aimeraient pouvoir voter sur quelque chose de plus jeune, de plus mûr, de plus affirmé que Marine Le Pen. Peut-être que les ultra-gauches voudraient voter pour autre chose que Mélenchon. Mélenchon qui bascule un coup à droite, un coup à gauche, un coup blanc, un coup noir, un coup je suis pour les uns, un coup je suis pour les autres, et puis là monsieur maintenant joue l'opportuniste en parlant de 6e République. Enfin, ça devient ubuesque. Ça devient guignolesque. Alors là-dessus, évidemment, on retrouve énormément d'ingrédients de choix à l'américaine. C'est-à-dire qu'on va jongler avec les sensibilités, les hypersensibles, les émotionnels. Et c'est comme ça qu'on passera à l'index les programmes.
C'est-à-dire que les programmes, il y a des gens qui vont dire j'ai l'intention de, je veux que, je ferai en sorte que. Oui, d'accord, alors concrètement, comment vous allez faire? Ah mais ça, on verra le moment. Rappelez-vous, hein, Macron, il a été élu sans programme. Il a créé un mouvement, il a galvanisé, il a fait de l'illusoire, il a fait de l'illusion sur sa personnalité pour être réformateur. Mais réformateur de quoi? Ah ça, pour balancer que les Français sont des réfractaires, sont des Gaulois, qu'ils refusent le changement, que ce sont des conservateurs, que... Ah ça, là-dessus, oui, on s'en est pris plein la gueule. Ça n'a pas empêché qu'il a été élu quand même. Il a été élu parce qu'en face, c'était Marine Le Pen. Si ça avait été Mélenchon, peut-être que là, ça aurait été différent. Et c'est pour ça que Zemmour, pour moi, est le fou sur le jeu d'échecs de l'élection. Hein, vous savez que le fou, en règle générale, en échec, c'est la pièce qui est une des pièces les plus dangereuses, parce que du fait qu'elle peut aller dans les diagonales, etc. Et, donc, est-ce que Zemmour ne serait pas un Macron 2.0? Là, la question est intéressante. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'avant de juger, sachons qui va être derrière Zemmour. Si c'est Bolloré, indirectement, on peut se poser la question si c'est pas toute la famille Goldschmidt et Rothschild qui seront derrière. Donc si les Rothschild sont derrière Zemmour, ça veut dire qu'ils sont plus derrière Macron. Donc si Macron perd les Rothschild, ça veut dire qu'il va aller chercher Soros. C'est une petite guerre de pouvoir, mais une guerre de pouvoir qui n'est pas pour la France, qui n'est pas pour le peuple français, mais qui est pour l'élite, qui est pour la sphère financière. Le problème, c'est que malheureusement, on nous a tellement menti, on a tellement galvaudé, on a tellement trompé les peuples, qu'aujourd'hui, comment on peut avoir confiance envers des politiciens, voire même des non-politiciens, qui quémandent votre bulletin de vote. Sauf que ça fait quand même depuis de nombreuses années qu'à chaque fois qu'on met un bulletin de vote dans l'urne, et qu'on a l'espoir d'avoir mis en place la personne pour laquelle on espère voir une évolution, une amélioration, et au final on se rend compte qu'en fait on a voté pour des élitistes, pour des européistes, pour des mondialistes. Et pourtant, je veux dire, même en 2017, lorsqu'il y a eu le fameux débat avec les 11, Asselineau avait quand même montré ce fameux document qui sont les recommandations entre guillemets de l'Union européenne. Et je veux dire, sur la France, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on le sait, qu'ils veulent détruire le système du monopole de la fonction publique française. Qui veulent détruire la santé, les retraites, l'école, la police, l'armée, même l'énergie. Voilà, foutre en l'air les systèmes de l'intérieur pour les mettre en faillite et ensuite vendre au privé par petits bouts. Les universités vont y passer. Les universités vont tout d'un coup voir la concurrence d'universités privées. Donc là, forcément, on va reconstruire encore de la discrimination, du déséquilibre. Parce que vous verriez l'état des études supérieures aux États-Unis, c'est effrayant. Ah oui, ça sort avec des diplômes. Ah oui, il y en a certains qui ont des têtes comme ça. Mais alors, en plus, avec les wokismes qui commencent à foutre le bordel dans certaines universités, on a des technocrates, on a des gens hyper calés techniquement, mais qui sont complètement dénués de raison, d'intelligence, et je dirais même de libre arbitre. Moi, je travaille avec des jeunes qui sont en université, psycho, droit, et puis vous verriez les options qu'il y a.
parce qu'ils ont des options, si vous voulez, ils ont l'obligation de prendre des options pour valider leur diplôme. Il y en a un, il me dit qu'il a pris une option Mozart. Je dis, mais Mozart, c'est dans un cadre de culture ou de connaissances sur la musique classique. Et non, Mozart. Donc tout le reste, non, que Mozart. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est-à-dire que tu vas suivre des cours sur Mozart, tu auras un examen sur Mozart, et au final, tu sauras plein de trucs sur Mozart, mais est-ce que tu sauras recontextualiser Mozart dans l'histoire de la musique par rapport à d'autres compositeurs? Ben non, parce que c'est pas le module. Vous êtes là, c'est quoi ce délire? Alors oui, vous croisez des gens qui ont des connaissances énormes, mais c'est des connaissances comme si vous aviez des gens qui apprenaient par cœur des trucs, mais qui ne les comprennent pas, ou qui sont incapables de les analyser, qui sont incapables d'entrelacer les informations, de remettre les informations dans les contextes, pour mieux comprendre leur subtilité, leur complexité, etc. Et du coup, vous vous retrouvez avec des gens qui sont diplômés d'architecture, diplômés de géopolitique, diplômés etc., mais qui au final sont très calés dans leur domaine, mais par contre sont incapables de faire des trucs simples, ou avoir des raisonnements simples. C'est une catastrophe. Alors déjà qu'en France, depuis quelques années, et d'ailleurs là ça commence un petit peu à remonter à la surface, qu'on sent bien que pour la diversité, on a affaibli les niveaux de telle manière à permettre à la diversité d'avoir accès au même niveau d'études, aux mêmes écoles, aux mêmes universités, sauf que le niveau, il est tellement descendu qu'aujourd'hui, il y a des professeurs qui pètent des plombs. Dis, mais comment voulez-vous donner des diplômes à des jeunes qui ne détiennent même pas la moitié de ce qu'ils sont censés détenir pour leur avenir professionnel? Donc on largue sur le marché du travail des gens, des jeunes, alors pas tous, hein, il y en a quand même qui ont l'intelligence de bosser sérieusement et d'être parfois motivés, d'avoir même de la passion dans ce qu'ils font. Donc heureusement, à la limite, ceux-là peut-être ont plus de chances que d'autres de réussir peut-être à trouver du boulot, peut-être ailleurs qu'en France d'ailleurs, ou de réussir à se faire un nom, une réputation. Mais alors par contre les autres, ils sont largués. Alors en plus de ça, avec la mentalité aujourd'hui des réseaux sociaux, avec cette culture de l'orgueil, du narcissisme, etc., ça n'arrange pas les choses. Surtout en plus quand à la télévision, on vous montre des jeunes youtubeurs, influenceurs, etc., qui en ont encore moins dans le ciboulot, mais qui font tellement rêver, qui donnent tellement d'espoir. Réalisez vos rêves. Ah oui, c'est génial ça, réalisez vos rêves. Il y a une différence entre réaliser ses rêves quand on en a les capacités et réaliser ses rêves quand on est un idiot. Sauf que plus on est idiot apparemment, mieux c'est. Et c'est des millions et des millions de jeunes qui regardent ces influenceurs. C'est... Moi, même personnellement, je regarde des fois, justement, pour me tenir un petit peu au courant, hein, je regarde certains youtubeurs, etc. Alors, il y en a certains qui sont devenus des grandes stars. Alors, je pense à McFly Carlito, Squeezie, Natou, on a Lena Situation également, etc. Mais, alors, c'est bien, c'est gentil, c'est sympa, c'est agréable, etc. Mais, il y a un moment donné, on se dit que ces gens sont hors sol, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils vendent du rêve. Et c'est leur boulot, de vendre du rêve. Sauf qu'ils vendent tellement du rêve qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Instagram ou TikTok, tout d'un coup, vous tombez sur des gamines qui ont 11-12 ans, mais qui font des vidéos parfois comme si elles avaient 20 ans. Et après, ça vient censurer des gens parce qu'ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a un moment donné... D'ailleurs, c'est un peu un des thèmes de ce qui est reproché d'ailleurs à Zuckerberg avec Facebook et surtout Instagram, c'est à un moment donné de ne pas remettre un peu de cadre moral pour empêcher d'avoir justement de provoquer une discordance, un désaccord cognitif par rapport aux réalités
par rapport aux jeunes qui regardent ces vidéos, qui regardent ces influenceurs. Et je pense qu'à mon avis, à ce moment-là, pensons à tous ces professeurs d'école, de collège, de lycée qui doivent tomber sur des élèves qui doivent être complètement à côté de la plaque. Donc si vous voulez, ça fait partie du plan, de toute façon, ne soyons pas idiots. C'est déculturer, déstructurer, déconstruire. Le wokisme, dont j'avais fait une vidéo pour vous expliquer en gros ce que c'était, en est la synthèse de cette déconstruction pour abrutir finalement le peuple, ou une partie du peuple. Du coup que ceux qui ont encore un peu de lucidité, un peu de raison, un peu d'intelligence, un peu de bon sens, de plus en plus vont être traités de complotistes, de racistes, d'islamophobes, d'homophobes, etc. Parce qu'ils osent à un moment dire, c'est pas parce que t'es homosexuel, que t'es gay, que t'es lesbienne, que t'es de genre, que t'es binaire, que t'es black, que t'es arabe, que t'es chinois, que t'es trucs muches, t'es bidule, t'es bisounours, que le jour où on va te dire que t'es un con parce que t'as dit une connerie, que ça fait toi un raciste, un islamophobe, etc. Mais on y vient. C'est-à-dire que le traitement de l'individu s'efface au collectif. C'est-à-dire qu'on détruit l'individualité pour l'intégrer dans une notion collective, et que cette notion collective sur laquelle on va saupoudrer de la sensibilité, de la diversité, de l'émotionnel, de l'hypersensibilité, etc., va complètement altérer l'aspect cognitif de ces individus à un moment donné, à se considérer non pas comme le groupe l'impose, mais comme un individu unique dans la pensée, dans le comportement et dans la personnalité. D'ailleurs, le danger, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus de personnalité, qui sont des copier-coller en réalité, et qu'il faut vraiment faire un choc psychologique pour enfin réussir à extirper un tant soit peu une personnalité et un caractère chez l'individu en tant qu'individu unique, et réussir peut-être à lui donner quelques lumières sur son comportement, sur son attitude, sur sa vision des choses. Sauf que ça, malheureusement, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'aujourd'hui, on en arrive à voir des petits bourgeois blancs qui empruntent des modèles culturels des banlieues pour défendre des idées telles celles des antifas, par exemple. Dans les antifas, vous avez beaucoup de petits bourgeois qui se la pètent révolutionnaires, anarchistes. Ça n'a pas changé, Je veux dire, mai 68, qu'on se rappelle, les manifestations à Paris, c'était pas des enfants d'ouvriers. C'était souvent des étudiants. Étudiants issus de la petite bourgeoisie. Attention, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des enfants de la classe moyenne ou de la classe populaire dans les manifestations de 68. Mais ceux qui ont guidé, ceux qui ont insufflé, c'est quand même bien des jeunes issus des milieux bourgeois. On ne va pas refaire l'histoire, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y en a pas mal qui s'en sont bien sortis, souvent parfois même avec l'argent du contribuable, et qui continuent à aller sur les plateaux de télé pour nous donner des leçons. Donc tout ça pour vous dire que on n'a pas fini d'en voir des belles et des pas mûres, on n'a pas fini de voir des choses, des propos, des situations, qu'on se dira, mais ça en devient guignolesque. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y avait encore le bébé de show ou les guignols, on aurait légitimement le droit de se dire que finalement la réalité dépasse la fiction. Tellement on est dans une atmosphère nauséabonde, dans une atmosphère hargneuse. Mais vous savez aussi bien que moi que quand on jongle parfois avec les sensibilités, quand on trompe les gens, il y a un moment donné où il y a un retour de bâton, où il y a un effet boomerang. Et ce jour-là, il y a des têtes qui vont tomber, et qui devront tomber.
c'est obligatoire. Là-haut, ils le savent. C'est pour ça qu'ils mettent des pions dans le jeu sur l'échiquier, de telle manière que ce soit des pions qui soient aussi des fusibles. Quand vous avez la présidente de la Commission européenne qui dit « Nous allons réfléchir à faire de l'obligation vaccinale », mais comment tu vas faire de l'obligation vaccinale? Tant qu'un organisme européen, et à la limite je dirais, quelle est la légitimité de l'organisme de santé européen sur les systèmes de santé des États membres? Est-ce qu'il est supérieur? On s'amusera évidemment à jouer de collusion pour que les institutions de santé nationales suivent les yeux fermés les décisions de l'institution européenne. Il faut qu'elle légifère, c'est-à-dire il faut qu'ils donnent une homologation au vaccin. S'ils ne font pas d'homologation, ils ne peuvent pas légiférer sur une obligation vaccinale. Ou alors, eh ben, ils vont modifier tout simplement les règles du jeu. Sauf que le problème, c'est que s'ils modifient les règles du jeu, ça veut dire que les règles qui ont justement été mises en place pour éviter ce genre de choses, eh bien dans ce cas-là, fera la démonstration que cette Europe n'a plus lieu d'exister. Parce que si elle s'arroge, si elle modifie, si elle transforme toutes les lois comme ça l'arrange, qu'est-ce qu'elle sera capable de faire à l'avenir? C'est-à-dire piétiner les souverainetés des États membres pour satisfaire son ambition de gouvernance supranationale. Donc, ils ne pourront pas légiférer tant qu'il n'y a pas d'homologation, en dehors de quelques manipulations législatives, mais qui auraient des conséquences très graves, finalement, sur l'intégrité non seulement de l'Union européenne, mais aussi sur l'intégrité de la souveraineté et de la démocratie des pays membres. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, Pfizer a réussi à se faire homologuer, mais une homologation temporaire. Cette homologation, elle avait pour but de permettre à l'État fédéral de pouvoir légiférer sur une obligation vaccinale. Or, l'administration Biden, comme le Parlement, aucun politicien ne s'aventure à faire de l'obligation vaccinale, parce qu'ils savent que dans le système américain, s'ils font l'obligation vaccinale, ils risqueraient alors de se retrouver avec des États qui seraient en sécession contre cette loi, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre de lois. Donc, ça ne résoudra pas le problème, et au contraire, ça ferait encore monter plus les dissensions et les haines dans la société américaine. On a certains États qui, ça les démange. L'Illinois, par exemple, a été un des premiers États à décréter l'obligation vaccinale pour tous les services publics, services de santé, de secours, etc. Donc ils se sont servis de cette homologation pour faire une obligation vaccinale. Mais ça reste une obligation vaccinale d'un État sur les 50 États. Pour l'instant, tous les autres États, oui, ça incite, ça culpabilise, enfin ça fait culpabiliser, etc. Mais ça ne légifère pas. Ou alors ça légifère, mais de façon indirecte. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont l'avantage, contrairement à l'Europe, dans certains pays européens tout du moins, c'est de se servir des acteurs économiques pour faire pression. Fais-toi vacciner, sinon t'es viré. Donc, je vois mal comment l'Union européenne va pouvoir décréter une obligation vaccinale. Mais l'intérêt d'en parler, c'est de contribuer à la peur. C'est de contribuer à avoir un outil supplémentaire de dissuasion. Regardez sur les plateaux télé, une obligation vaccinale européenne, alors est-ce que c'est possible? Quelles seraient les conséquences, etc. Les conséquences, ça veut dire que les États membres auraient la possibilité de légiférer à faire de l'obligation vaccinale. Et s'il y a obligation vaccinale, c'est-à-dire que les non-vaccinés, eh bien ils vont l'avoir dans le cul bien profond. C'est-à-dire que là, on va légitimer, institutionnaliser, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là, le fait que s'il y a pandémie ou risque ou danger sanitaire, le gouvernement aura la possibilité de faire appel à des lois et à des textes pour obliger la population à suivre les consignes d'un traitement, et que toute personne qui se refuse à ce traitement subira les foudres d'un système judiciaire. Oui,
Bien sûr, vous allez me dire, ouais, non, mais c'est pas possible, il ne faut pas en venir là, etc. Mais j'ai envie de dire, il y a 30 ans, si on vous avait dit qu'on ferait de nos citoyens français de citoyenneté, un statut de seconde zone, avec un pass sanitaire, mais tout le monde vous sauterait dessus. Tout le monde vous dirait, oh, blasphème, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas la République. Et pourtant, c'est arrivé. Tout comme c'est arrivé que pour des situations exceptionnelles, on a décrété des lois temporaires pour aider les services de sécurité, la police, les renseignements, etc., pour lutter contre le terrorisme. Et on vous a dit, mais c'était temporaire. Oui, ça a été temporaire, sauf que cette année, je rappelle que le Parlement a voté la confirmation et la prolongation d'un certain nombre de textes pour assurer la protection de la population en accentuant les outils de surveillance et de collecte de données. Souvenez-vous cette affaire, vous savez, des fameux drones là, où ça a fait un peu polémique, un coup on le met plus, un coup on le remet, et puis ah oui mais on le remet mais uniquement sous l'interdiction de filmer à l'intérieur des lieux privés, etc. Souvenez-vous de ça? Ben, ça a été voté. C'est-à-dire que sous le prétexte d'un côté du terrorisme, mais aussi maintenant éventuellement de volontés ou de propos séditieux, de surveiller des personnes. Quitte même, si ce sont des personnes qui tiennent des propos sulfureux, de débarquer chez eux à 6h30 du matin, sans demande de juge, ou sans même la présence d'un juge ou d'un avocat ou un truc comme ça, ou même l'avocat ne sera même pas prévenu, rien, et débarquer chez vous, vous interpeller, vous mettre en garde à vue pour, au début, 24 heures. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez tenu des propos qui dérangent. Des propos que je dirais à la limite, certains vous diront, oui mais c'est des propos de résistance, de dissidents politiques. Mais d'autres auront la légitimité, et ont déjà la légitimité de faire passer ça pour du terrorisme. Porter atteinte à la sécurité de l'État. Ben oui, tout est bon. Hein. Souvenez-vous, je le répète très souvent, mais pendant la Seconde Guerre mondiale en France, les résistants étaient appelés des résistants par ceux qui étaient contre l'occupant. Mais ceux qui étaient avec l'occupant n'appelaient pas les résistants des résistants, mais des terroristes. Eh bien, le schéma sémantique n'a pas changé. C'est toujours le même. Regardez cet Allemand, ce professeur allemand qui apparemment avait fait une vidéo sur la Covid-19, sur le séquençage, etc. On a pu voir cette vidéo où il faisait une conférence en ligne, et tout d'un coup les flics sont débarqués chez lui et l'ont arrêté. Eh bien, on a appris cette semaine apparemment que ce monsieur était retrouvé mort, battu à mort. Apparemment il a dû se foutre des coups de batte de baseball lui-même dans la tronche. Et oui, non mais c'est... ça... Comme là par exemple, ce n'est ni LCI, ni BFM, ni CNews d'ailleurs. Il y a un certain nombre de documents aux États-Unis qui ont été déclassifiés sur la CIA, qui démontrent que la CIA a couvert un certain nombre de leurs agents dans des actes, je crois, de harcèlement sexuel ou de viol, ou trucs comme ça. Ils les ont couverts. Ça en rajoute, hein. Bah oui, c'est des grandes maisons. Hein. Restons solidaires. Mais ça n'a pas fait la une des journaux. Surtout, plus de ça, si ça concerne aussi des milieux pédophiles. Là encore, attention. La pédophilie, aujourd'hui, est un sujet extrêmement tabou. Il suffit de voir comment Karl Zero a été traité médiatiquement lors de la sortie de son film et de son magazine, pour se rendre compte que, waouh! Alors je sais que certains d'entre vous ont vu son intervention sur CNews.
On sent bien que sur le plateau, c'est pas dans leur basket, les cocos, là. Hein. Là, quand il s'agit de faire de la chronique, de la critique, pour défendre des points de vue, etc. Là, par contre, sur la pédophilie, qui est quand même un sujet extrêmement grave, là, tout d'un coup, on sent que ça chie un petit peu dans son froc. Hein. C'est un sujet, la pédophilie. Mais pourtant, ça n'a pas l'air de vraiment se secouer dans les brancards pour essayer de résoudre ce problème. Ben, tout simplement parce qu'on sait que dans les milieux de la sphère élitiste, il y a des gens qui sont particulièrement touchés, concernés, impliqués. Mais là, pareil, c'est très très sensible d'en parler sur des chaînes mainstream. Donc tout ça pour en venir, alors évidemment, ça suit l'actualité, on en revient toujours au même problème. Maintenant on sait comment ça va se passer avec Zemmour, il va s'en prendre plein la tronche, il va subir toutes les foudres de la gauche et de l'extrême gauche, des bien-pensants, etc. Mais j'ai envie de dire, attention danger, parce que finalement, je pense qu'on ne saura véritablement jamais, jusqu'à l'élection, ce que représente en réalité Zemmour. Et je dirais même une chose qui est plus importante et qui souvent d'ailleurs est complètement occultée par les médias. C'est que qui que ce soit arrive au second tour. Imaginons c'est Marine Le Pen. Que va faire Zemmour? Obligatoirement, il fera en sorte de reporter ses voix sur Marine Le Pen. Et peut-être inversement. Tout comme les souverainistes, même s'ils font de très faibles scores. Et c'est surtout chez les républicains que ça va se poser. Parce qu'on le sait, Zemmour aujourd'hui cherche à récupérer une part de l'électorat républicain. Le fait est, c'est que si Ciotti est arrivé en tête lors de cette première élection de la primaire républicaine, là, il y a à se poser la question. Parce que Ciotti, quand même, il est plutôt du côté vraiment plus à droite de la droite. Ciotti est, je dirais, le candidat qui, à mon avis, a été élu pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. C'est-à-dire d'essayer de récupérer un électorat républicain qui est parti du côté de chez Zemmour et qui vont essayer de récupérer en tapant dans des sujets propres à Zemmour. C'est pour ça que si jamais c'est Pécresse, alors tout de suite, évidemment, Pécresse, oui, c'est une femme. Ce serait la première femme présidente de la République. Ouais, sauf que Pécresse, elle a quand même un certain nombre de casseroles. Des casseroles qui démontrent que, avec ce grand sourire, elle vous dit oui, et puis en fait, c'est non. Qu'elle va vous dire blanc, alors qu'en réalité, c'est noir. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça peut jouer. Mais alors, ça peut jouer, je dirais, sur des gens informés. C'est pareil. Il y a des gens qui vont voter pour Pécresse parce que c'est une femme. Ni plus, ni moins. Qui ne en sauront rien, ou pas plus, sur ses intentions politiques, son programme, sa carrière. Est-ce qu'elle est honnête, elle n'est pas honnête? Est-ce qu'elle est franche, elle n'est pas franche? Est-ce qu'elle est authentique? Est-ce qu'elle est plutôt mensongère, etc., etc. Ça, c'est malheureusement. C'est-à-dire que quand je dis que ça fait depuis Sarkozy que la France ne vote plus par idéologie, mais vote par consumérisme, c'est tout à fait ça. Vous avez des gens qui ont voté Macron parce qu'il est mignon. Il y a des gens qui ont voté Mélenchon parce qu'il est sympa. Il y a même des gens qui seraient capables de voter pour celui qui dirait je mettrai le SMIC à 2000 € net par mois. Eh bien, ils vont voter pour lui. Mais ils ne vont jamais se poser la question et dire oui, mais comment il va faire?
comment il va financer? Où il va trouver le fric? Ben non, mais il y a des gens qui ne se posent pas cette question. Il y a même des gens qui disent, ouais, mais, ben, le fric, il va le trouver chez les riches. Et ces gens-là, vous leur dites, oui, mais alors, si vous tapez les riches, ils vont partir. Donc après, une fois qu'il n'y aura plus assez de riches pour payer vos 2000 € de SMIC par mois, qui va payer? Ça, mais non, c'est pas. Il n'y a pas de vision à long terme. On est dans une société où la majorité des gens ont des visions à très court terme. Donc ils ne se posent pas ces questions-là. Et pourtant ils devraient. Parce que ça fait quand même depuis des décennies que argent facile, argent gratuit. Sauf que ce n'est pas de l'argent gratuit. Je rappelle, hein, vos payages vont augmenter au mois de février de 2%. Vos taxes vont augmenter. L'électricité va augmenter. Le gaz va continuer à augmenter. Les TVA. Les TVA, tôt ou tard, ils vont augmenter les TVA. Donc. Mais ça, non. C'est encore pire, je pense, chez les gens qui ont des revenus insuffisants et qui sont exonérés d'impôts. Alors là, ceux-là, vu qu'ils sont exonérés d'impôts, alors c'est peut-être difficile pour eux, attention, je ne critique pas, mais on n'a pas la même vision des choses quand on est exonéré d'impôts ou de taxes parce qu'on n'a pas un train de vie suffisant pour en payer, que quand on est impliqué dans la vie fiscale du pays. Et du jour où quand ceux qui n'avaient pas les moyens finissent par en avoir, bah là ça fait tout drôle parce que avant vous aviez des revenus nets, et puis d'un coup vos revenus nets, bah, ils augmentent. Mais du coup là l'État, il pompe dessus. Et là tout d'un coup, oh, mais quand même... Ce qui fait qu'en effet, quand on vous annonce une petite augmentation de 0,6% du SMIC, ça vous fait même pas un plein d'essence. Quand on vous fait des annonces de 100 €, et que finalement, bah, les 100 €, vous n'en verrez jamais la couleur, parce qu'encore une fois, effet d'annonce, sans derrière savoir si on a les budgets, ou si on a les moyens, ou si on a les caisses pour le faire. Ça a toujours été comme ça, regardez, hein, toutes les annonces, c'est exceptionnel, on va vous filer 2000 €, on va filer 5000 €, on va filer 1500 €, on va filer... Effet d'annonce. Parce qu'après, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que finalement, tous les Français se sont dit « Ouais, génial, on va pouvoir toucher, etc. » Mais non, parce que tu n'es pas dans la bonne catégorie, et que du coup, bah, tu vas t'asseoir sur tes bonus, sur ton 1000 €, sur tes 100 €. Non mais ça a été ça. Ça a été ça. Souvenez-vous, quand Sarkozy a fait sa fameuse loi pour permettre aux Français de pouvoir récupérer les participations qu'ils avaient de par leur entreprise. Parce que le principe de participation, c'est que tous les ans, vous touchiez une somme répartie sur l'ensemble du personnel et était placée et bloquée pendant 5 ans. 5 ans ou 3 ans. Donc il a permis... En faisant une loi, alors tous les gens ont dit « Ouais, génial, je vais pouvoir retirer, etc. » Non. Parce que si la loi existe, en fait, la loi était une loi pour permettre aux entreprises de décrocher un accord pour permettre aux salariés. Alors, en effet, il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont fait, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Si vous voulez, c'est comme quand ils avaient annoncé le travail. C'est exactement cette histoire que je vous avais déjà racontée. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous la raconter encore une fois pour vous faire la démonstration. Souvenez-vous du travailler plus pour gagner plus. Ah ouais, génial. Quand la loi est passée, j'ai des collègues moi qui sont venus me voir et me disent « Ouais, alors c'est bien, donc maintenant, quand on va faire les heures supplémentaires, on sera payé. » Et je leur ai dit « Non. Vous ne serez pas payé. » Ah, pourquoi? Ben, tout simplement parce que la loi qui a été pendue, elle ne supplante pas les accords de branche. En fait, c'est une loi qui incite les entreprises et facilite les méthodologies ou les protocoles
pour permettre le paiement des heures supplémentaires, donc travailler plus pour gagner plus. C'était en fait un moyen pour pouvoir permettre à des entreprises d'aller au-delà des 35 heures. Mais pour ça, il faut que les partenaires sociaux dénoncent les accords en cours dans l'entreprise. Or, il se trouve dans notre entreprise, aucun syndicat n'a dénoncé l'accord pour permettre de négocier un travailler plus pour gagner plus. Et du coup, tous mes collègues se sont dit, mais ça sert à rien. Mais je dis, mais non, ça sert pas à rien. Ça sert à valoriser un geste qui, en effet, faisait partie de son programme, donc il l'a fait. Mais on jongle évidemment sur les subtilités, les spécificités du système, les réglementations, les accords de branche, les conventions collectives, les entreprises, la taille des entreprises, etc. pour finalement que cette loi ne soit pas applicable dans votre entreprise parce que les patrons ne veulent pas, ou parce que les syndicats ne veulent pas. Donc du coup, le travailler plus pour gagner plus, il a fonctionné dans des petites entreprises qui avaient des bonnes activités pour se permettre de le faire et ont pu bénéficier de cette aisance, de cette facilité. Mais alors je mets au défi les grandes entreprises. Nommez-moi une grande entreprise qui a pratiqué le travailler plus pour gagner plus. Il n'y en a quasiment pas. Puisque de toute façon, par accord de branche, le travailler plus pour gagner plus, c'était gagner en fait des heures de RTT, mais malheureusement, vu les restrictions budgétaires, vu la réduction de personnel, etc., combien d'entre vous se sont retrouvés à faire des heures supplémentaires? On vous a dit, il faudra récupérer, hein. Mais je ne peux pas récupérer, parce que si je récupère, je ne suis pas là. Donc si je ne suis pas là, vous êtes obligé de me remplacer. Si tant est que vous soyez dans des services où, je rappelle, où normalement, la règle fondamentale dans tous les services, c'est que, quelles que soient les situations, il doit y avoir 50% de l'effectif toujours présent. Alors, il suffit en plus que vous tombiez dans des périodes de forte activité, etc. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les hôpitaux. Combien d'hôpitaux aujourd'hui se sont retrouvés dans la situation de faire des heures supplémentaires à des infirmières, et que finalement les infirmières, quand elles voulaient récupérer, on leur disait non, tu ne peux pas récupérer parce que là cette semaine on est overbooké, on a besoin de toi. Ouais, mais je récupère quand là? Donc au bout d'un moment, les infirmières, elles ont accumulé des RTT, des RTT, des RTT, jusqu'au jour où elles disent mais attendez, moi là je vais prendre mes RTT, je vais prendre 15 jours de RTT parce que faut bien que je les prenne. Ah mais on peut pas, vous pouvez pas prendre 15 jours de RTT, c'est pas possible. On n'a pas les moyens de vous remplacer. Prenez une petite demi-heure par là, prenez une petite demi-heure par-ci. Ouais, mais c'est pas l'intérêt. L'intérêt qui était de faire ce genre de procédé, c'était que tu donnes des heures à l'entreprise, tu n'es pas rémunéré, mais dans ce cas-là, tu récupères des heures. Sauf que là, tu peux même pas récupérer des heures, puisqu'on te demande de récupérer quelques petites minutes, une dizaine de minutes par-ci, une dizaine de minutes par-là, une petite heure par-ci, une petite heure par-là. Ah bah tiens, tel jour, s'il n'y a pas trop d'activité, tu peux quitter plus tôt. Je dis, mais je vais pas... j'ai aucun intérêt de quitter plus tôt. Vous tirez le bénéfice de me faire travailler plus que mes 35 heures. Mon bénéfice et moi, c'est de récupérer les heures comme ça m'arrange. En accord évidemment avec l'employeur. Mais comme l'employeur, c'est lui qui a le dernier mot, et tout le monde s'est retrouvé comme deux ronds de flanc. Jusqu'au jour où, malheureusement, tu te retrouves dans la situation où tu n'as plus trop le choix. Moi, ça va, parce qu'à l'époque, je me suis retrouvé avec presque 15 jours de RTT que je ne pouvais pas prendre, parce que si je les prenais, ils étaient obligés de me remplacer. Alors, ils m'ont fait le coup, en effet, de dire, tu n'as qu'à prendre une petite heure par-ci, une petite heure par-là. Je dis, mais je ne peux pas. On est en flux tendu sur l'effectif. Donc si je prends une petite heure par-ci, une petite heure par-là, ça veut dire que pendant une heure, il n'y a personne. Ah oui, mais il faudrait revenir, donc ton collègue, il faut le faire venir plus tôt. Je dis, mais si je le fais venir plus tôt, ça veut dire qu'il va falloir que je pique une heure sur une autre journée. Donc c'est une heure qui va manquer. On tourne en rond. Et je vous le donne en mille, hein. Ils ont mis 3 mois à comprendre. Pour qu'au bout de 3 mois, ils ont dit, écoutez, exceptionnellement, on va vous payer vos heures. Puisque vous ne pouvez pas les récupérer. Parce que je rappelle que le principe, c'est quand vous prenez des RTT, normalement, ils ne sont pas censés vous remplacer.
Après, il y a eu des modifications, en effet, des accords de branche, etc. pour le permettre, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, la RTT, c'était des conneries. C'était bien au début parce que les entreprises bénéficiaient de certaines subventions, etc. Donc ils ont augmenté en effet le nombre d'employés, etc. Donc on avait de la souplesse. Mais quand les accords ont été terminés et que les entreprises touchaient plus de subventions, eh bien ils ont supprimé non seulement les postes qu'ils avaient créés, mais ils en ont supprimé d'autres en plus, pour faire de la réduction de budget. Donc du coup, ce qui avait été basé sur une flexibilité, eh bien comme il n'y avait plus de flexibilité, le système fonctionnait plus. C'est un exemple parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Et ça continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous met en place des lois, des structures, des protocoles, des principes, mais qui sont des trucs de technocrates, mais dans la réalité de terrain, qui sont inapplicables. Inapplicables, pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas les moyens, n'ont pas les outils, n'ont pas les effectifs, n'ont pas les techniques, n'ont pas les compétences, n'ont pas les connaissances, n'ont pas les savoir-faire, n'ont pas les moyens. Et là, de ce genre de politique, on est arrivé au bout du bout. Parce qu'on veut du développement, on veut du chiffre, mais le problème, c'est qu'on n'a plus les structures, ni les compétences, ni les connaissances pour faire ce chiffre. Et comme dans la chaîne hiérarchique, il y a toujours des gens très complaisants et très consensuels qui n'osent pas dire à celui du dessus que ben non, ton truc là c'est débile, on n'a pas les moyens, et ben vous vous retrouvez tout d'un coup avec un clash, c'est-à-dire que ceux en haut ne comprennent pas pourquoi en bas ça ne marche plus. Exemple, la société de ma femme a développé des processus de telle manière à ce que les salariés puissent travailler chez eux. Sauf que comme ils n'ont pas réfléchi qu'une certaine catégorie de gens qui travaillaient chez eux étaient évidemment logiquement avec des lignes internet, avec des systèmes sécurisés, parce qu'ils traitent des données, etc. Et que ceux qui par exemple faisaient le calling, le calling chez eux, ils n'avaient pas de ligne internet. Ils travaillaient avec leur ligne internet personnelle. Donc au lieu de développer une ligne internet pour ceux qui faisaient du calling, eh ben non, il y a un super gars intelligent qui s'est dit bah tiens, je vais faire des économies à l'entreprise en plus. Donc ils ont décidé que ceux qui faisaient du traitement de données avec des lignes sécurisées, eh bien on va aller leur couper la ligne sécurisée, c'est-à-dire qu'ils vont devoir utiliser leur ligne personnelle. C'est-à-dire que l'employé va devoir payer une ligne internet sur son compte pour travailler pour l'entreprise. Et le grand PDG, lui, vient de s'ajouter une augmentation de salaire où il touche plus d'1,5 million par an. Jusqu'au jour où ils vont avoir un piratage de gros massifs de données dans leur entreprise. Tout d'un coup, ils vont se poser la question « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement parce que vous avez des lignes sécurisées qui existaient chez les salariés qui travaillaient chez eux et que vous avez supprimées pour faire des économies. Qui a décidé ça? C'est vous. C'est vous qui l'avez validé avec les budgets annuels, etc. C'est bien vos services qui ont validé les chiffres. Ah oui, mais bon, je ne vais pas aller chercher, je ne vais pas vérifier tous les trucs pour voir si c'est cohérent. Donc ça veut dire que vous avez un dysfonctionnement dans votre processus hiérarchique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous lèchent le cul, qui ne vous disent pas tout, mais qui aujourd'hui vous foutent dans la merde. Enfin, vous, personnellement, ne serez pas dans la merde, puisque si un jour quelqu'un vous donne le tableau dramatique de l'entreprise, vous allez vous barrer, puis vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre. N'empêche que vous aurez été payé plus d'1 million par an pour assumer une responsabilité qu'en réalité vous ne l'assumez pas, parce que vous n'assumez pas la responsabilité d'avoir pas su mettre les gens qu'il fallait au bon endroit et au bon moment, avec les bonnes compétences. Et ça, malheureusement, aux États-Unis, ça coûte un pognon dingue. Les entreprises, aujourd'hui, perdent du fric monstre à cause de l'incompétence, à cause de l'arrivisme, de la cupidité. Aujourd'hui, vous avez des McDonald's qui sont dans la merde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler chez eux. Donc, du coup, ils récupèrent quoi? Ils récupèrent des gens qui ne sont pas très motivés, qui ne sont pas très attentionnés, parfois qui ont un petit peu de mal à comprendre les choses. Et du coup,
bah, il est très souvent évident que lorsque vous allez au McDrive, bah, vous avez au moins une voiture sur 3 qui au bout d'un moment s'en va. Parce qu'ils en ont marre d'attendre. Qui plus est marre d'attendre pour des fois un service qui n'est pas de qualité. Donc il y a un moment donné où, pour l'instant, ce qui les sauve, McDonald's, c'est parce qu'ils ne sont pas chers. Donc au vu de la conjoncture, ils peuvent encore faire du chiffre, mais ça va ne durer qu'un temps. Donc voilà un petit peu la situation qui est vraiment ubuesque finalement. Et ça va s'aggraver de plus en plus. Et quand on voit aujourd'hui sur les plateaux télé le comportement de certains, je veux dire, boulot, mais oui, c'est tellement voyant. C'est-à-dire qu'ils ont la conviction de croire qu'ils s'adressent à un public de crétins pour se permettre de faire non plus du journalisme, non plus du débat objectif, etc. Ils font de l'idéologie. Ils font de la propagande. C'est-à-dire qu'en réalité, ils considèrent que vous êtes cons pour ne pas voir qu'ils font de la propagande. Sauf que ça va se payer un jour ou l'autre. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, les bien-pensants qu'on avait l'habitude de voir, etc., ils deviennent de plus en plus rageux, de plus en plus agressifs, de plus en plus absolus. À tel point que certains qui étaient plus ou moins absolus un certain temps, aujourd'hui, sont en train de retourner leur veste, parce qu'ils se disent « là, ça va trop loin ». Moi, j'ai pas envie de tomber dans ce genre de petit jeu, parce que le jour où ça va mal tourner, j'ai pas envie de me retrouver sur une liste noire. Donc, que puis-je dire de plus ? Bah, je peux vous dire par exemple que nous avons Jean Castex qui est apparu pour nous annoncer une non-annonce pourra préparer les esprits que suite au conseil de guerre et de défense de lundi, il y aura peut-être d'autres décisions, d'autres restrictions. Bah oui, vous imaginez, l'Omicron, il est dangereux. Même si on a aujourd'hui des tas de gens qui disent qu'il n'est pas pathogène et qu'il est bénin. Mais non, attention, contamination. Contamination. Sauf qu'il y a pas mal de gens qui disent, mais attendez, Jean Castex, il n'avait pas le Covid. Ben oui, non, il était contaminé au Covid, mais il était pas malade. Donc il est quand même apparu pour finalement nous faire son petit discours et commencer à préparer le terrain pour d'éventuelles autres restrictions. Alors des restrictions, évidemment, qui vont concerner les non-vaccinés. Ça devient n'importe quoi. Il y a aussi les infos qui viennent d'Allemagne, qui sont inquiétantes. L'Allemagne qui va redurcir alors qu'elle est en train de préparer le départ de Merkel. On a des murs à Berlin. Des grillages ont été installés pour séparer les vaccinés des non-vaccinés. Enfin, ça devient du délire. En Italie, c'est pareil, ça devient problématique avec les migrants, et d'ailleurs la justice valide la saisie d'un navire d'ONG pro-migrants pour complicité à l'immigration clandestine et violation du code de la navigation. Les Italiens, ils commencent à chier un petit peu dans leur froc aussi, parce que ils sont en première ligne quand même, hein. Aussi, information non négligeable, la création de la première plateforme francophone de recensement des témoignages des victimes d'effets secondaires des vaccins. Mais là encore, même si ça a son utilité et que ça permettrait au moins de faire un petit peu de statistiques sérieuses, bah tout de suite on va dire bah non, mais c'est un site de complotistes, ça c'est un site d'anti-vax, ce n'est pas sérieux. Il n'empêche que vous pouvez témoigner sur effets secondaires vaccin avec un S, covid.org. C'est toujours intéressant à savoir. Et enfin, je vais terminer avec cette information qui est liée peut-être à ce que vous avez entendu, ce qui s'est passé dans le Michigan, de ce gamin qui malheureusement a fait une fusillade, un shooting, comme on l'appelle, qui a tué 3 personnes, je crois. On vient d'apprendre que le procureur du Michigan vient involontairement, de laisser filtrer en fait une information comme quoi les parents
du suspect, enfin le parent donc, du gamin qui a été arrêté, avait appelé l'école avant qu'il arrive à l'école pour dire attention, on a trouvé des dessins de fusils, de sang avec un mot « help me », aidez-moi, sur le bureau du gamin. C'est-à-dire que les parents du gamin ont appelé l'école pour dire attendez, on a un problème, donc on a un doute. Là, évidemment, on va dire oui, mais attendez, les parents, ils auraient pu appeler les flics. Ouais, mais c'est les parents. Vous, si vous avez un gamin, vous trouvez help me avec du sang, machin, avec des guns, etc., vous avez appelé les flics. Non, vous avez appelé l'école. Et attention, si mon gamin arrive, arrêtez-le parce que je pense qu'il a un problème, etc. Bon, sauf qu'apparemment, à l'école, l'appel n'a pas été pris en compte. Et il y en a un d'ailleurs sur cette information qui trompe. C'est la faute à Trump. C'est des parents pro-Trump. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce pays est un pays de gamins. Parfois c'est usant, je vous le dis, c'est fatigant. Cette incapacité à un moment donné de prendre du recul sur les choses, c'est usant. C'est usant. Sur ce, encore une longue vidéo, j'espère que de toute façon on va encore parler de ces sujets parce que c'est des sujets importants qui vont évoluer, qui vont permettre d'affiner un petit peu la vision des choses, etc. Mais force est de constater que ça ne va pas dans le bon sens, on est tous d'accord. Là on sent bien que derrière les mondialistes, ça fait pression pour commencer à mettre la main sur les souverainetés de nos États. On a la finance qui est très très mal, on a la Fed qui est aujourd'hui en face d'une situation où soit elle hausse les taux, mais dans ce cas-là elle provoque des faillites, ou soit elle n'hausse pas les taux, mais dans ce cas-là il va y avoir une hyperinflation qui risque de faire très mal dans la société américaine et qui risque de faire monter encore plus des colères dans une société déjà bien fracturée. Je pense que c'est la même chose en Europe. Je pense qu'en France, les prix qui augmentent, il y a un moment donné où il va falloir se poser la bonne question si ça ne va pas provoquer autre chose que des défilés de gilets jaunes le samedi. Attention, je rappelle, attention, s'il y a des gens qui commencent déjà à construire ou à concevoir une résistance ou un coup d'État ou je ne sais quoi, vous inquiétez pas, vous n'en savez rien. L'intelligence fait que vous évitez déjà, d'en parler sur les réseaux sociaux, vous évitez les outils technologiques pour éviter de vous faire repérer, donc vous agissez en sous-marin de telle manière à ce que vous soyez absolument pas repérable de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc soyons intelligents quand même à ça. Ne prenez pas en considération ceux qui sur YouTube, ils disent la révolution, oui, il faut reprendre le pouvoir à l'État, etc. Non, c'est des guignols ces gens, c'est des guignols, ils n'ont rien compris. En fait, ils cherchent à faire du buzz, ils cherchent à gagner des followers pour gagner plus de pognon. C'est pas raisonnable de faire ce genre de choses quand on a l'intention et l'ambition de ce genre de choses. Enfin voilà pour cette vidéo, et d'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour peut-être traiter encore d'autres événements dans cette continuité de la déliquescence de nos systèmes. Rendez-vous la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.